Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver. L'épisode suivant, c'est votre rendez-vous. Vous avez l'habitude maintenant sur Tech Co pour décrypter l'actualité et les sorties des plateformes de streaming. Si vous en avez marre de payer toujours plus cher vos abonnements, l'émission du jour est faite pour vous. Vous l'avez sans doute remarqué, vous n'avez même pas pu passer à côté. Quasiment toutes les plateformes ont augmenté leur prix au cours des derniers mois et c'est pas fini. Il y a encore des hausses de prix qui vont arriver un peu partout. Mais rassurez-vous, il y a des astuces, c'est comme partout, quand on est un consommateur malin, on s'en sort pour payer un peu moins cher. On va vous donner nos meilleures astuces aujourd'hui et pour ça, elle est un spécialiste notamment. J'ai deux invités, deux fins connaisseurs du monde du streaming. D'abord Pierre Monnier, salut Pierre. Salut Clément. Pierre, journaliste pour Tech Co, le site, tu suis le secteur du streaming notamment avec attention. Et on va le voir, tu as épluché toutes les bonnes astuces pour faire dégonfler la facture. Et puis un invité un peu spécial aujourd'hui, c'est Guillaume Lechard, le cofondateur de Split. Bonjour Guillaume. Bonjour Clément. Alors Guillaume, cofondateur de Split, Split c'est une start-up, on va en parler après mais je vais un peu vous présenter, qui propose justement une solution pour réduire la facture en partageant son abonnement avec des inconnus. Pas forcément avec sa famille et ses amis mais avec n'importe qui, pour rentabiliser justement ses abonnements et pas payer pour rien. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. On va développer tout ça tout de suite dans notre débat de la semaine. Alors, plus 50% pour l'abonnement Netflix sans pub, plus 43% pour Apple TV+, plus 33% pour Disney+, sans pub. Quelques chiffres qui illustrent assez bien l'inflation des abonnements aux plateformes de streaming. Et ça, c'est rien que pour l'année 2023. Si on remonte encore avant, par rapport aux offres de lancement, on a atteint des chiffres à plus 60, plus 70% en France. Ça devient donc de plus en plus cher de regarder Netflix et compagnie. Et l'inflation, elle touche tout. Donc, forcément, on n'a pas forcément très envie de dépenser toutes nos économies mensuelles dans le streaming. On en parle régulièrement ici de ces hausses. Aujourd'hui, on va vous donner quelques conseils, je le disais, pour faire dégonfler cette facture, faire en sorte qu'on paye pas le juste prix, mais en tout cas un prix peut-être plus réaliste, on va dire, ou qui nous convienne plus, et regarder nos séries quand même préférées sans se ruiner. Pierre, je me tourne vers toi, puisque c'est toi qui as passé au crible, justement. Tu as fouillé un peu partout les bonnes astuces pour essayer de réduire sa facture de streaming. Il y en a, ça veut dire qu'il y en a, et qu'elles marchent. Il y en a quelques-unes. D'abord, tu citais des hausses de prix sur des abonnements sans pub. Ça veut dire que maintenant, il y a des abonnements avec publicité. On les a vus arriver tout au cours de l'année. En fait, et ça va sûrement arriver encore parce qu'il y a Prime Video qui s'est lancé dans la pub aux États-Unis. Donc souvent, c'est symptomatique de ça va arriver bientôt en France. Pour l'heure, il n'y a que deux offres en France. C'est sur Netflix et sur Disney+. Nous, on a contacté Netflix, c'est 5,99 € par mois. Ça permet d'économiser. L'offre la moins chère, sans publicité, c'est 13,49 €. Donc en fait, ça fait une économie de 7,50 €. Ouais, c'est quand même pas négligeable. Et nous, en fait, on les a contactés et ça veut dire quoi un forfait avec pub en fait c'est des annonces, un peu comme sur YouTube, 5, 10, 20, 30, 60 secondes avant ou pendant un programme. Et en moyenne, c'est 4 minutes de publicité chaque heure. Donc en fait, il faut calculer, est-ce que pour économiser près de la moitié de mon abonnement, je suis prêt à regarder 4 minutes de pub. Ça, chacun qui fait son petit ratio, mais ça donne des idées déjà. 4 minutes de pub pour 1 heure de programme, c'est ça? C'est ça, ouais. Okay. Et du coup, après, c'est à chacun de faire son choix. Sur Disney+, on est pareil, à 5,99 € pour une offre avec pub. Mais il y a d'autres moyens, en fait, d'aller grappiller quelques économies. Ouais. Sur Disney+ et sur Prime Video, on a la possibilité de prendre un abonnement annuel. Ouais. Et en fait, avec un abonnement annuel, on va payer 10 fois plus cher. C'est le modèle classique, en fait. On paye 10 fois plus cher que le prix mensuel, mais on va gagner 2 mensualités. Donc, typiquement, pour Prime, par exemple, ça va être 6,99 €. Je vais payer 69 € une fois, et du coup, je vais gagner peut-être 13 € du coup, à la fin de l'année. Et puis sinon, on en avait parlé dans une précédente émission, il existe des packs d'abonnements. Ça c'est franchement c'est le truc le plus rentable en vrai. Le grand spécialiste, c'est Canal+, qui est très très agressif et du coup très rentable là-dedans. Mais cette semaine, on a eu la présentation de la nouvelle Freebox, la Freebox Ultra. Et dans la Freebox Ultra, quand on prend son abonnement, on va avoir un abonnement à Disney+ et à Netflix sur une offre avec publicité. D'accord, donc l'offre la moins chère. Ça fait quand même une dizaine d'euros d'économiser chaque mois. Mais en plus, on a Prime Video, donc on rajoute 7 € de gagner. Et puis, si ça suffit pas encore pour faire des économies, on a le partage de compte.
et ça se passe soit via les plateformes directement, mais aussi avec des entreprises tierces. Voilà, transition parfaite pour cette fameuse entreprise tierce qui est Quel donc hasard. Split. Split, alors avec 3 I. Avec hein, 3 i. Split, Split, voilà, ouais, faut le dire comme ça, Split. exactement. Alors Split, donc Guillaume Lechard, c'est une solution, on l'a dit, pour payer moins cher. On partage son abonnement. Est-ce que c'est un peu une sorte de Blablacar des abonnements? On covoiture son abonnement? Alors c'est comme ça qu'on aime bien se décrire Ouais. pour en 1 minute faire comprendre le principe. Blablacar, c'est j'ai une voiture, on est 2 à faire un voyage, il reste 2 places libres. C'est un peu dommage de les laisser vacantes. Nous, c'est la même chose pour tous les abonnements multi-comptes, Mhm. multi-utilisateurs. On a commencé avec la VOD, la télé. La musique est arrivée très vite derrière, et puis maintenant on a d'autres verticales. Mais c'est le même principe. Vous avez un abonnement télé, 4 profils en même temps, simultanés. Vous en utilisez que 2, voire 1, parce que vous vivez dans un studio à Paris, vous êtes tout seul. C'est un peu dommage de gaspiller. Du coup, vous mettez à disposition les places vacantes. Nous, on trouve les co-abonnés qui sont intéressés, effectivement, et on sécurise les relations et les transactions financières entre les uns et les autres. Les propriétaires, du coup, leur abonnement leur revient à moins cher, parce que tous les mois, ils ont une participation Ouais. financière, toujours minoritaire par rapport au prix de l'abonnement. Il n'y a pas de bénéfice possible sur notre plateforme. Mhm. Et pour les co-abonnés, c'est un moyen de souscrire légalement, sans pour autant souscrire en direct une offre individuelle qui revient toujours à plus cher qu'une offre à plusieurs partagée. Donc ça se passe comment? C'est-à-dire que si moi j'ai un abonnement, je sais pas, Prime Video par exemple, je vais Ouais. sur Split et je dis bah là j'ai un abonnement, j'utilise qu'il y a que moi et ma copine ou mon Exactement. coloc, etc. On partage ça, il reste 2 places. Vous mettez Euh, les places à disposition. Du coup, les gens qui sont intéressés, effectivement, vont d'abord payer sur notre plateforme pour sécuriser le paiement. mhm. Ensuite, le propriétaire va donner l'accès. Si l'abonnement est valide pendant 30 jours, eh ben, c'est chouette. L'argent va au propriétaire, il est sûr quelque part d'être payé à la fin. Si jamais le service est interrompu pour X raisons pendant la période, l'argent revient au co-abonné. Comme ça, il n'est pas lésé, même s'il n'a pas eu le service escompté pendant la période. D'accord, alors Donc, Split, vous disiez, ça existe depuis 2019. Exact. Vous avez 850 000 utilisateurs, je crois, Ouais, aujourd'hui. maintenant, on est même passé à plus de 950 000 inscrits. Plus de 950 000, donc dans plusieurs pays d'Europe, hein, c'est pas que en France. Ouais, on Split. est dans tous les pays d'Europe en euros. Donc, on a 19-20 pays aujourd'hui dans lesquels on est opérationnel. Et alors, ce qui peut surprendre pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas forcément très technophiles, c'est que partager son abonnement avec des inconnus, sur le papier, on se dit bon bah c'est quand même pas forcément très légal. En tout cas, c'est pas forcément comme ça que c'est conçu quand on paye son abonnement. Mais si vous êtes encore là 5 ans après, c'est que Alors- j'imagine que ça l'est. C'est-à-dire que les plateformes, Ouais, ça l'est. Elles sont OK. Après, il y a plein de profils différents. Netflix, ce qu'ils ont mis en place, le nouveau système de partage, mhm, parce que très souvent on dit ah bah ça y est, Netflix a arrêté, on peut plus Ouais. partager. En réalité, on peut, mais il faut payer un coût supplémentaire de 5,99 € par mois par membre en dehors du foyer. Donc on s'est adapté effectivement par rapport à ça, et ça permet à la personne d'avoir son propre profil personnel. Il n'y a plus de partage identifiant. mhm. Et il faut savoir que sur les plus de 200 services qu'on a au total, 80% c'est un système d'invitation par email. Le D'accord. co-abonné a son propre identifiant personnel, on ne partage pas les identifiants avec les autres. Et il y a encore 20% des services à peu près qui sont sur un système de partage identifiant. Canal+ en est le plus bel exemple avec sa publicité, passe-moi tes codes. Donc effectivement, il y a encore un peu les deux modèles qui entre guillemets coexistent en même temps. Vous l'avez évoqué justement, Netflix qui a changé ses règles de partage de comptes. Oui. On sait que ça va aussi arriver sur d'autres plateformes dans l'année. On sait que Disney Plus notamment Oui. regarde qu'il y a cette phase pour les plateformes aujourd'hui de se rentabiliser, de plus laisser justement les comptes un peu se balader dans la nature parce que bah, forcément pour elles c'est une perte d'argent, c'est une perte de gains. Comment vous suivez ça? Comment vous vous adaptez en termes de tech, en termes de propositions, d'offres, Ouais. etc. Pour justement suivre on va dire les réglementations des plateformes? Alors, on suit les réglementations. Après, je ne vais pas forcément faire un débat dans le détail sur ces aspects-là, mais la notion de famille qui est utilisée dans tous les services multi-comptes, multi-utilisateurs, ce n'est pas la famille au sens administratif du terme. Vous pouvez changer 1 à 2 fois par an de famille. Je n'ai jamais changé de parent de ma vie, je ne changerai jamais de ma vie. Donc, on n'est pas dans la notion de famille administrative, c'est plutôt un groupe de personnes Ouais. qui se réunissent. Donc, les termes peuvent parfois être restrictifs ou faire peur. La réalité, c'est que c'est tout à fait possible. Et du coup, on s'est adapté par rapport à ça. Netflix, ils ont d'abord lancé leur test en janvier l'année dernière dans 3 pays dans le monde. C'était le Canada, de mémoire, la Nouvelle-Zélande et l'Espagne. Mhm. On était déjà en Espagne, donc on s'est adapté très vite. Et du coup, quand c'est arrivé en France au mois de mai dernier, Vous saviez comment ça on allait était déjà fonctionner, prêt. Dans les 24 heures, on avait adapté le modèle. Donc oui, il y a un surcoût supplémentaire pour le co-abonné, mais on est toujours, par rapport aux offres que Pierre a évoquées, on est toujours le moins cher sans publicité finalement par le partage d'un compte premium ou d'un compte standard. En termes de streaming, je pense que c'est ça qui nous intéresse. Ouais. Ça marche sur quelle plateforme? Parce que donc on a parlé de Netflix, Prime Video, Disney, toutes ces plateformes-là, Ouais, ça marche. Les Canal, plateformes ça marche françaises aussi, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. YouTube aussi, ça YouTube, marche. tout à fait, YouTube ouais, Premium, ça on peut marche partager également. un compte Ouais, YouTube complètement. Premium aujourd'hui. Ouais. Et de plus en plus, on est sur un système d'invitation par email. Le co-abonné a directement son propre profil. Oui, il n'y a pas de On a données une- personnelles qui se baladent dans la nature. Ouais.
On a une quarantaine de services, je crois, en France, de VOD qui sont disponibles. Donc, on en découvre tous les jours. Il peut y avoir du manga japonais, il peut y avoir des films d'horreur, il peut y avoir des films avec vraiment des chaînes très thématiques. Vous les connaissez mieux que moi. Mais du coup, on a cessé d'ajouter des services au fur et à mesure des 4 années. Et aujourd'hui, on a plus de 40 services en France de VOD. Donc, effectivement, ça payer à plusieurs, ça permet de réduire la facture. Nous, notre but, c'est de rendre accessibles les abonnements au plus grand nombre via le co-abonnement. Et il y a juste une petite nuance que je mettrais par rapport Ouais. à ce que vous avez dit, c'est que notre activité, elle est très positive et très bénéfique pour les éditeurs, en fait. Ok. On leur amène des nouveaux clients. C'est des gens qui se seraient privés du service et qui n'auraient pas payé. On a fait plusieurs sondages auprès de nos clients et une grande majorité dit, bah, en fait, si Speed n'existait pas, je me priverais du service tout simplement. Voire, j'irais vers des solutions plutôt illicites pour accéder au service, mais il est hors de question que je paye le prix. Ça veut dire Donc, que vous n'avez pas le service juridique de Netflix qui vous appelle tous les 2 jours, quoi. ils ne nous appellent pas tous les 2 jours. On a eu des discussions avec eux. Mais disons qu'on amène à monétiser les gens qui n'auraient pas payé. On élargit le marché du payant, on décuple l'audience et on amène aussi une fidélité parce qu'on a des taux de résiliation, nous, des propriétaires d'abonnements sur Split, qui sont pourtant sur les abonnements les plus chers, parce qu'on partage uniquement les abonnements premium, Friends Bien and sûr. Family, et bien, qui est nettement inférieur à ce que les éditeurs ont en direct. Donc on amène quelque part à monétiser des gens qui n'auraient pas payé. Et est-ce que c'était inédit, justement, la fin du partage de comptes de Netflix? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes qui avaient déjà fait un petit peu la chasse au partage de comptes ou c'est vraiment quelque chose qui a été nouveau pour Split? En fait, ce qu'on remarque plutôt, c'est plutôt un mouvement unilatéral et aux États-Unis particulièrement. Alors, pas forcément dans la VOD en premier lieu, mais sur d'autres verticales où finalement les offres qui étaient à 2, à 4, qui étaient restrictives, de plus en plus, les plateformes en ont fait un argument pour dire partagez avec qui vous voulez. Et Ouais. c'était devenu un argument, une joke marketing. Partage avec ta tati chérie, ton voisin, ton meilleur copain de bureau. Du coup, c'est allez-y avec qui vous voulez parce qu'ils ont compris quelque part que ça servait à leur intérêt également. OK, parce que Netflix, c'était vraiment l'intérêt, c'était, Oui. On partage les écrans, mais les écrans dans la même maison, pour, Oui. justement aller chercher des abonnés, hors foyer. Tout à fait, mais ce qui est le cas d'ailleurs. Et après, il y aura toujours des gens qui voudront s'abonner individuellement. Il y a Mmh. toujours des gens qui voudront payer moins cher, peut-être avec la pub. Mais il y a d'autres moyens légaux de payer moins cher. Ouais. Et après, nous, quand Netflix a sorti son système de partage, moyennant un coût supplémentaire pour le propriétaire, parce que c'est bien le propriétaire de l'abonnement qui supporte ce Oui. coût supplémentaire de 5,99 € en France. En fait, tout le monde disait, ça y est, ils arrêtent, c'est plus possible de partager. La réalité, c'est que pour nous, ils officialisent le fait que le partage est incontournable. Ouais. Et plutôt que de lutter contre, il faut mieux l'encadrer, le réguler, le monétiser, mais quelque part, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc c'est un bon message pour nous et on a rajouté une quarantaine de services l'an dernier. Je crois que c'était une cinquantaine l'année d'avant. Donc en fait, on découvre tous les ans des nouveaux services qui deviennent partageables, multi-comptes, multi-utilisateurs, qui ne l'étaient pas. Vous l'avez évoqué notamment un point, c'est le taux de résiliation. Oui. C'est un vrai sujet aujourd'hui pour les plateformes. Il y a quelques chiffres qui sont sortis récemment aux États-Unis. Alors en France, c'est peut-être un peu différent, mais en tout cas, ça donne une idée. Aujourd'hui, on est sur un taux de résiliation mensuel aux plateformes de streaming de plus de 6%, 6,3% précisément en fin d'année. Ouais. C'était 4,5% il y a 1 an et demi, en 2022. Pierre, est-ce que ça veut dire quand même que là, les gens ont un peu atteint leur limite en termes de prix? C'est-à-dire, à force d'augmenter, Ouais. là, ça y est, les gens, il y a quand même l'inflation, je le rappelais, qui touche tous les coûts et pas juste le streaming. Ouais. En Peut-être fait trop là, non? En fait, quand on regarde, j'ai regardé les 3 plus grandes plateformes, donc Netflix, Disney+ et Prime. En fait, depuis leur lancement en France, Netflix, je parle évidemment des offres sans pub parce que quand ça s'est lancé, ça n'existait pas encore ce Ouais. modèle-là. Netflix, c'est plus 5,50 €. Disney+, ça a pris 2 €. Prime, ça a pris 1 € et si on avait l'abonnement annuel, Amazon Prime qui était avant à 49 €, on peut rajouter quasiment 3 € par mois. Donc au total, ça fait un peu plus de 10 € par mois, pour un service qui reste à peu près le même en fait. Ouais. Donc je sais pas si les gens ont atteint un ras-le-bol, mais en fait, clairement aujourd'hui, tu évoques l'inflation, les gens ils se disent, «Est-ce que je remplis mon caddie? Est-ce que je regarde une série?» Et c'est très connu, le divertissement, c'est tout de suite une source de budget qui est tout de suite impactée. Quand on doit faire des économies, on va pas se priver sur ses courses, on va se priver sur du divertissement. Donc ça veut dire moins de sorties au cinéma, moins de restaurants, moins de tout ça, mais ça veut aussi dire moins de plateformes. Donc je sais pas si c'est un ras-le-bol, mais ça explique en partie les D'autant désabonnements. qu'on va y revenir un peu, c'est extrêmement facile de résilier un abonnement pour une plateforme C'est Netflix ou Prime Video. ouais, Ça se fait vraiment en 2 clics, Ouais. contrairement à d'autres abonnements. On Alors, a, même on s'il y a des une lois nouvelle aujourd'hui, loi, la loi la en 3 résiliation clics. en 3 clics, donc Voilà. oui, Qui forcément. effectivement permet va très très vite, vite. un mois où ça va un peu moins bien côté finance, de hop, couper un abonnement. Guillaume Lechard, est-ce que justement vous constatez cette tendance chez vous? Est-ce que depuis 1 an et demi, avec ces augmentations, la fin du partage de comptes, etc., Oui. qui ont un peu fait monter les tarifs, est-ce que vous constatez une arrivée un peu plus massive de gens chez vous? Alors très clairement, maintenant, on est capable d'identifier quasiment sur nos courbes d'activité à chaque fois qu'il y a un éditeur qui a annoncé une hausse de tarifs.
même si nous on fait rien et même si Hop, la courbe a fait hop, comme ça. Ouais, parce que en fait, ce qui se passe systématiquement, on l'a observé plusieurs reprises depuis maintenant 1 an et demi, c'est quand et parce qu'on commence à avoir un tout petit peu de notoriété, c'est quand un service augmente, il y a des gens qui sur les réseaux sociaux se lâchent et disent c'est inadmissible, il y a hors de question, je vais résilier. Et il y a toujours un bon conseil qui va dire bah plutôt que de résilier, va partager ton abonnement, va chez Split. Et du coup, il y a des gens qui découvrent notre existence et notre activité à ce moment-là et qui se disent bah perdu pour perdu, je préfère aller sur Split et partager et garder mon abonnement plutôt que de résilier. Donc finalement, ça nous amène systématiquement du monde sans que même nous, on communique de quelque manière que ce soit à chaque hausse de tarif. Donc oui, effectivement, on observe ce phénomène. Et justement, si on est très concret, parce que les gens qui nous écoutent depuis tout à l'heure, je pense que là, ils ont compris comment fonctionne Split. Ouais. En termes d'économie, qu'est-ce qu'on peut en attendre Est-ce que je sais pas si vous avez des exemples concrets qu'est-ce qu'on peut gagner en allant tous sur nos Split par clients, rapport à un abonnement et classique? je les invite à la limite à vous envoyer leurs informations à l'émission, mais ils peuvent calculer en live combien ils ont économisé en fait sur leurs abonnements. OK. Il y On a un dit qu'en moyenne, compteur. c'est 300 euros par an. Par personne, mais ça peut être le moins, ça peut être 20-30 euros, parce que si on prend qu'un abonnement et qu'on se limite à un abonnement et qui coûte 2 euros par mois, on va pas aller chercher beaucoup d'économies. À l'inverse, vous commencez à partager des Canal+, Friends and Family, où c'est plus de le co-abonné paye 20 euros, 1 euro et quelques par mois pour avoir l'ensemble du bouquet Canal. Du coup, vous avez des économies plus importantes. Et quand on sait que les gens les plus anciens qui nous utilisent depuis maintenant 4 ans sont ceux qui ont le plus d'abonnements partagés sur Split, à la fois en tant que propriétaire et co-abonné, on a des gens qui ont 5, 6, 7, 8 abonnements sur la plateforme. Et on a des gens qui ont fait plusieurs centaines, pour pas dire milliers d'euros d'économies dans l'année. Effectivement, c'est quand même pas négligeable, d'autant que les prix vont continuer à augmenter, hein. On le Oui. disait, c'est toutes les plateformes. Là, on parle du streaming, mais effectivement, sur Split, il y a Complètement. aussi le streaming musical, il y a aussi d'autres types d'abonnements et tout ça augmente. Il n'y a pas que le streaming qui augmente. Je voulais qu'on boucle un peu ce débat avec un phénomène qu'on voit beaucoup aux États-Unis et peut-être qu'on le voit un peu en France. Vous nous direz, Guillaume, si ça s'observe un peu peut-être. Les gens qui font leur marché. C'est-à-dire que les gens qui rationalisent, on l'a dit, c'est très simple de se désabonner, de se réabonner à une plateforme dès qu'on a de toute façon des identifiants. Et donc, de plus en plus de gens aux États-Unis, ils font 3 mois Netflix, ils regardent tout ce qu'ils veulent voir sur Netflix, Ouais. puis ils vont sur Prime, enfin, ils se désabonnent de Netflix, ils prennent Prime, ils regardent Prime pendant 3 mois, ils se désabonnent, ils vont sur Apple, ils reviennent sur Netflix. Il y a quand même de désabonnement, réabonnement, désabonnement, de cycle. C'est quand même assez fou ce phénomène, c'est assez récent de ce qu'on peut voir, Pierre. Ouais, en fait, là, les chiffres que tu citais tout à l'heure, c'est issu d'une étude, c'est l'étude Antenna, qui est un cabinet d'analyse qui est spécialisé sur la consommation des plateformes de streaming. Ça fait un peu référence, en fait, sur le domaine. Ça se base sur les utilisations aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, en fait, il y a énormément d'abonnements de streaming. Il y en a beaucoup plus qu'en France. Ouais. Beaucoup plus qu'en France. Et ce qui est intéressant, c'est il y a une donnée qui dit, au cours des 2 dernières années, est-ce que vous avez résilié 3 abonnements ou plus? Et en fait, depuis 3 ans, ça explose, parce que cette année, c'est 1 personne sur 4 qui dit oui. L'année dernière, c'était 1 personne sur 5, et en 2021, c'était 1 personne sur 6. Donc on voit bien que d'année en année, il y a de plus en plus de personnes qui sont amenées à se désabonner ou résilier leur abonnement. Et en fait, comme tu le disais, ils vont pas forcément juste quitter Oui, Netflix c'est pour pas quitter Netflix. définitif, quoi. En fait, ils reviennent plus tard, parce qu'il y a une deuxième donnée qui est assez intéressante et qu'on peut mettre en parallèle, c'est que le retour des abonnés, c'est 1/4 des personnes sont de retour au bout de 4 mois, 1/3 des personnes sont de retour au bout de 7 mois, et puis si on attend vraiment longtemps, au bout de 2 ans, il y a finalement 1 personne sur 2 qui est revenue. Donc ça veut dire que si 100 personnes quittent Netflix aujourd'hui, dans 2 ans, il y en aura 50 qui seront quand même abonnés. Est-ce que cette mobilité, c'est ces gens qui sont plus agiles finalement, qui sont peut-être plus aussi consommateurs actifs que passifs? Oui. On les observe aussi sur Split? Alors, on l'observe moins et notre système, depuis le début, quelque part, on est convaincu qu'il fait tampon et les chiffres, quelque part, en attestent. Nous, on a plutôt un taux de résiliation des propriétaires d'abonnements qui, en moyenne, est de l'ordre de 1% sur tous les abonnements confondus, en sachant que les propriétaires d'abonnements sur Split sont ceux qui payent les offres les plus chères, les offres individuelles étant exclues. Donc, pour les éditeurs, c'est un vrai chiffre important. Et après, il y a un phénomène qu'on explique depuis le début, c'est de dire que quand vous savez que vous partez en vacances pendant l'été, pendant 3 mois, et que vous n'allez pas regarder la télé, que votre famille ne va pas regarder la télé, vous avez tendance à vouloir résilier et vous dire je trouverai une offre à la rentrée, fin septembre, début octobre, quand on sera rentré. Quand vous partagez avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas et qui vous payent tous les mois, finalement, c'est quelques euros, vous pouvez vous le permettre. Moindre que Vous n'allez pas vous embêter à abonnement résilier complet. pour rechercher une offre plus tard. Donc finalement, vous avez tendance à le garder. Donc nous, on a un temps long, effectivement, et beaucoup plus long certainement que ce qui se passe actuellement aux États-Unis, où les co-abonnés restent beaucoup plus longtemps actifs sur un abonnement. Parce que quand on paye un bon deal et que ça fonctionne, il n'y a pas de raison d'aller voir ailleurs ou d'arrêter. Donc finalement, il y a 2 mécaniques, c'est je peux me le permettre, c'est quelques euros, et puis c'est tellement pratique finalement pour comment privé. Ce qui finalement peut être le mot de la fin de ce débat, soyez des consommateurs malins.
hein. Faites votre marché, mettez les plateformes en concurrence, faites ce qui vous arrange le plus, et regardez vos séries en conséquence. Et justement, des séries, il y en a à voir en ce moment sur toutes les plateformes. Il y a beaucoup de sorties. On va vous en donner 2. C'est nos séries de la semaine. Alors, la première, c'est le coup de cœur de Guillaume Lechard, et ça s'appelle The Billion Dollar Code. C'est une série à voir sur Netflix, il me Tout semble. à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que cette série? Et ben, c'est une série qui, alors j'ai envie de dire, tout le monde connaît les applications aujourd'hui qui sont liées à ça, Mhm. mais on ignore certainement l'histoire. Et moi, le premier, j'ignorais totalement cette histoire. Il faut retourner dans les années 90 en Allemagne, du côté de Berlin, où un artiste et un informaticien de génie ont décidé de s'associer et de faire de l'art. Mais l'art, c'était pour eux d'avoir des super pouvoirs comme Superman et d'être capable de voler sur Terre à une vitesse incroyable et d'aller n'importe où se poser et de voir ce qui s'y passait. Mhm. Donc c'est quelque part la naissance de Google Earth, enfin Google Maps. Ouais. Et du coup, voilà, il y a toute l'histoire qui raconte la genèse depuis les années 90 jusqu'à un procès retentissant 25 ans plus tard pour savoir qui réellement était à l'origine de Google Maps. Est-ce que finalement c'était cette société allemande ou est-ce que réellement c'est les équipes de Google? Alors, donc, c'est une histoire vraie, C'est une histoire mais vraie. c'est pas un documentaire, par contre, hein. C'est pas un documentaire, c'est une histoire vraie. Il y a certainement quelques petites fictions Des arrangements ajoutées, pour voilà. le Mais, récit, comme mais d'habitude. l'histoire est vraiment très, très bien racontée et le mariage de l'art, de la science et de la créativité absolument incroyable et de la persévérance de ces personnes est juste incroyable à découvrir. Effectivement, moi, je connaissais pas du tout cette histoire. Je savais pas du tout qu'il y avait eu un espèce de pré-Google Earth bien Oui, avant Google. Et quand on voit quelques images, c'est assez frappant à quel point c'est la même chose, hein. C'est vraiment, ça ressemble on va pas donner la goutte fin de d'eau. l'histoire, mais On va pas tout donner, mais effectivement, c'est une histoire qui est assez passionnante. Donc ça s'appelle The Billion Dollar Code, le code à 1 milliard de dollars. Donc c'est une mini-série, c'est fini en plus. L'avantage, c'est oui, qu'on la regarde une fois, puis après, il y a pas de saison à attendre. C'est en 4 épisodes, je c'est crois, il me ça. semble. C'est 4 épisodes à peu près, un petit peu moins d'une heure chacun. Voilà, c'est Ça se fait court, ça rapidement. peut se regarder en un week-end, par exemple ce week-end si vous ne savez pas quoi faire. The Billion Dollar Code à voir sur Netflix. On va rester sur internet, on avait un petit tropisme internet aujourd'hui sur nos 2 séries de la semaine, puisque la deuxième elle nous emmène non pas sur, Google Earth, mais sur YouTube, à la rencontre de, la plus grande star française tout simplement, celui qui a le plus d'abonnés sur cette plateforme, c'est Squeezie. Série documentaire qui est sortie, sur Prime Video, s'appelle Merci internet. Pierre, tu l'as vu, c'est une série événement, hein, quand même, on va pas, s'en Ouais. cacher. Qu'est-ce que tu as pensé de cette série documentaire? J'étais passionné. Ouais. Voilà. Moi, ça m'a totalement, convaincu. Il y a quelques points qui un peu négatifs, mais on va y Peut-être revenir. rappeler pour les gens qui connaissent pas Ouais. Squeezie, parce qu'il y en a qui ne connaissent Bah pas oui, Squeezie, hein, quand même. en fait, Merci internet, c'est une série en 5 épisodes, Ouais. d'un peu moins d'une heure, qui permet de retracer la vie de Squeezie, qui est, aujourd'hui le youtubeur le plus suivi en France. C'est réalisé par, Théodore Bonnet, c'est le gars qui lui fait ses vidéos, en fait. Ouais. Ils sont devenus potes et depuis 5 ans, il le filme. Ça rappelle, énormément, Montre jamais ça à personne, Le docu d'Orelsan, qui filmé par montrait son frère pendant toutes ces années de galère. Et en fait, là, ça permet de voir l'environnement de Squeezie et de se dire qu'en fait, Squeezie, c'est pas juste Lucas Auchard qui se filme dans sa chambre, c'est tout un écosystème, c'est un monteur, c'est un réalisateur, c'est une agence maintenant derrière lui. Euh, et surtout, ce qui m'a énormément convaincu dans cette série, c'est que ça y est, enfin, en 2024, on est capable, en regardant seulement les 2 premiers épisodes, d'expliquer à n'importe qui c'est quoi le métier de créateur de contenu. Ouais. Moi, je peux montrer ça à ma mère, je peux montrer ça à ma grand-mère. Ça y est, elle va comprendre, elle va regarder 2 épisodes et ça y est, elle a compris c'est quoi les tenants, les aboutissants du métier. Et non, en fait, c'est pas juste un gars qui joue aux jeux vidéo dans sa chambre. Il y a un peu plus loin que ça. Après, on peut être un peu critique sur la série parce que j'avoue que j'ai été un peu sur ma faim. Si vous connaissez un peu Squeezie, vous apprendrez pas grand-chose, mais ça a le mérite de mettre toutes les personnes de l'ombre Oui, on voit beaucoup les dans la coulisses lumière. finalement Ouais, on voit, finalement, c'est ça qui est intéressant. Peut-être moi j'ai regardé aussi et on est c'est un ça peu qui est d'accord là-dessus, le je le plus sais. intéressant. Ouais. Squeezie qui fait ses vidéos, ça a longtemps été Squeezie face à une caméra. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas parce qu'il fait des très grosses productions. Il faut Ouais. savoir, on le voit dans le documentaire notamment, il y a des productions à 300 400 000 €, voire des millions pour, le Grand Prix, le GP Explorer, qui Ouais. est sa plus grosse production. Ouais. Donc on voit aussi d'autres gens. Aujourd'hui, on voit vraiment que c'est toute une équipe de production qui Ouais. l'entoure, de gens qui sont parfois des dizaines, des centaines, même sur certaines vidéos, à prendre le son, à faire la technique. C'est ça. Et par contre, ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'on va pas aussi loin
que dans Montre jamais ça à personne. Il n'y a pas forcément les petits biais négatifs. Moi, je me souviens de la saison 2 de Montre jamais ça à personne. On voit Orelsan qui galère. Il est dans son jardin, là, dans son petit studio fabriqué au milieu de son jardin. Il galère à écrire ses textes. Il n'arrive pas à faire ses sons. Son album, l'échéance arrive et il ne sait pas vraiment quoi faire. Et on sent une certaine sincérité dans ce qui est fait. Alors que là, en fait, tous les moments un petit peu négatifs de la vie de Squeezie, un peu mis sous le tapis. C'est un peu mis sous le tapis. Et puis, les quelques trucs qu'on nous laisse voir, finalement, c'est toujours au service du narratif de la série docu. Donc, ça manque un petit peu de, oui, on va quand même rappeler que vivant là-dedans. Tu l'as dit un petit peu, c'est réalisé par un de ses meilleurs amis, voilà. avec des prises de parole de ses meilleurs amis et collègues de YouTube. Ouais. C'est produit par la société de production de Squeezie également. Ouais. Donc, c'est quand même un documentaire un peu mais qui, malgré tout, reste intéressant sur le plan humain. On découvre un peu ce personnage de Squeezie. C'est ça, ouais. Ça a vraiment le mérite de faire connaître ce métier. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça a été présenté comme une série docu, comme un relais, comme un passage de témoin. Et je pense que c'est vraiment l'objet culturel qui va permettre à d'autres générations que celle de Squeezie de comprendre ce qu'il fait, ce qu'il est. Donc franchement, moi j'ai vraiment adoré ça. Et puis petite mention particulière pour le dernier épisode qui est consacré à l'e-sport. Ouais. Et c'est un petit peu toute la démarche de Squeezie aussi, c'est de démocratiser l'e-sport et de rendre ça aussi fun que des compétitions sportives, on va dire normales ou classiques du moins. C'est très prenant. Moi j'ai regardé ça avec ma compagne qui ne suit pas du tout les jeux vidéo. Et le dernier épisode, elle a kiffé, alors qu'en fait, elle aime pas jouer aux jeux vidéo. Donc, c'est quelque chose qui peut être vraiment très bénéfique pour l'e-sport. Ouais, on va surtout le conseiller finalement aux gens qui ne connaissent pas Squeezie, qui ne connaissent pas peut-être le monde de la vidéo, de YouTube, etc., qui ont peut-être encore ces a priori. Ce qui est peut-être un peu contre-intuitif parce que on se dit, moi je connais pas Squeezie, ça m'intéresse pas vraiment de raconter sa vie, mais en fait, c'est plus un écosystème et comment est-ce que ça marche la création de contenu qu'on va raconter dans ce docu-là. C'est super intéressant, ça nous donne envie en tout cas. Merci Internet, moi je l'ai regardé, je vous la recommande aussi effectivement, plutôt aux gens qui ne connaissent pas Squeezie, qui ne connaissent pas YouTube. Vous allez découvrir un monde qui est au-delà des clichés et effectivement assez fascinant et qui est du divertissement comme on le voit aujourd'hui un peu partout. Merci à tous les deux pour ces 2 recommandations et pour ce débat passionnant. Merci Guillaume, merci Pierre d'avoir accepté mon invitation. C'est donc la fin. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez revoir celle-ci si elle vous a plu, comme toutes les autres évidemment sur le site de Tech & Co, en replay, en vidéo, en podcast sur toutes les plateformes. Que vous ayez Spotify ou pas via Split, que vous partagez vos abonnements ou pas, nous on est partout. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.